De nouveau, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par le pôle Action Média, cette fois-ci avec un partenaire de choix pour nous qui est la région Occitanie et là plus particulièrement dans le cadre d'un dispositif qui est l'épargne citoyenne, un tout nouveau dispositif de financement participatif très complet qui est lancé en partenariat avec WICID, que certains connaissent déjà, et la CCI Occitanie. Donc aujourd'hui, on a Céline Fiorido qui s'occupe du dispositif et qui va vous présenter tout son fonctionnement. Donc merci à Céline pour sa présence. Merci à vous. On aura aussi, s'il a pu se connecter, un petit témoignage d'Olivier Gély de Payotte, une entreprise des Pyrénées-Orientales qui a réussi à faire une belle opération de levée de fonds sur la plateforme d'épargne citoyenne. Donc, il va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé de son côté pour avoir un retour de chef d'entreprise. Et voilà, je vous encourage à poser vos questions dans le chat. On vous ouvrira le micro en temps voulu. La présentation sera envoyée normalement aussi à la fin avec les coordonnées de tout le monde, donc vous embêtez pas à faire des screenshots. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais laisser Céline vous faire sa présentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci Flavien. Bonjour à tous. Donc, je suis Céline Fiorido. Je suis responsable des projets et des opérations sur la plateforme de financement épargne Occitanie, plutôt sur la partie ex-Midi-Pyrénées. Mon homologue Arnaud Chataille est basé sur l'ex-région LR, donc ce serait plus selon où vous êtes localisé, vous pouvez faire appel à nous selon votre zone. Donc, je vous propose d'aborder plusieurs aspects. Alors, je vais passer le PowerPoint très rapidement sur les premières diapos parce que c'est plutôt des diapos assez institutionnelles. Et dans la mesure où vous l'aurez à disposition, je vais vous faire grâce de toute la lecture. Simplement, je vais faire un petit focus sur le crowdfunding, sur WICID en particulier, puisque c'est l'opérateur que la région a retenu pour animer et assurer la gestion opérationnelle de la plateforme. Ensuite, un focus donc, sur Épargne Occitanie, qui est une filiale à part entière où WICID, la région, la CCI et la REC sont au capital. Et après, on rentrera plus dans le détail de l'articulation d'un processus de financement et où là, peut-être, vous aurez plus de questions. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous propose de dérouler et de garder les questions pour un tout petit peu plus tard. Mais voilà, surtout, inscrivez-les au fur et à mesure sur le chat. Donc, tout simplement, la région a émis le souhait de lancer un dispositif complémentaire à toutes les offres de financement qui puissent exister dans un contexte où on a une épargne des ménages qui est assez conséquente et pour autant un besoin crucial de financement des entreprises qui n'a jamais été aussi élevé. Donc, en avril 2021, s'est lancée la plateforme Épargne Occitanie qui a vocation à financer les entreprises du territoire occitan, donc anciennement région LR et région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, l'intérêt pour les entreprises, c'est d'avoir une multiplicité d'outils, que ce soit du financement en actions, en obligations, donc type dette ou en don, à la marge, on en parlera un petit peu. Ça permet aussi de faire une complémentarité dans les besoins de financement des entreprises. On a une souplesse différente aussi dans les outils financiers, donc dans l'extrême majorité des cas, on vient compléter un financement, même si c'est des sommes assez importantes. Et ça permet également pour les projets de mobiliser leur propre communauté et la communauté historique de WICID et Épargne Occitanie qui est en train de se constituer pour aussi donner un éclairage, une visibilité grand public de ces projets-là et aussi d'avoir le retour de l'intelligence de la foule. Côté citoyen, on investit à partir de 100 €. Voilà, pour ces 3 outils financiers, 20 € à partir du don, dans l'idée de soutenir l'économie régionale dans tous ces aspects. Donc, le crowdfunding, c'est essentiellement aujourd'hui du prêt, pour beaucoup du capital, qui est le métier historique de WICID, mais très présent également en obligation plutôt sur l'immobilier. Voilà, c'est un secteur qui ne cesse de croître. Un point de vigilance qui paraît évident pour nous, mais c'est toujours utile de le préciser. Une plateforme de financement participatif, ce n'est pas une banque, il n'y a pas de garantie des investissements pour les particuliers, donc c'est important de le savoir.
même si notre rôle, c'est de finalement s'assurer qu'on a veillé à ce que les potentiels soient optimisés et les risques maîtrisés pour chacun des projets qu'on audite. Voilà. Un focus sur WICID. Donc, WICID a été l'acteur qui a été retenu pour opérer la plateforme Épargne Occitanie, tout simplement parce qu'il fait référence sur le secteur, de par son expertise, plateforme lancée depuis 2008 par Thierry Mercule, notamment, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Voilà, c'est une plateforme qui dispose aujourd'hui des plus hauts agréments financiers existants pour opérer son métier pour des agréments de financement qui peuvent aller jusqu'à 8 millions par opération. Voilà, un focus rapide. Aujourd'hui, c'est 262 millions d'euros d'investis sur la plateforme WICID, une communauté de 155 000 investisseurs et plus de 600 projets financés. Voilà. 245 sorties positives, 11 négatives. Voilà, on est assez fiers de ce résultat et c'est ça en fait que la région est venue chercher, cette expertise-là. Voilà. Donc, on va pouvoir entrer plus dans le détail d'Épargne Occitanie. En termes de process, c'est assez typique du financement participatif. On dépose un dossier de financement en tant que dirigeant sur Épargne Occitanie, épargneoccitanie.fr, et derrière, c'est toute l'expertise et l'articulation du processus WICID qui se met en place. On a une phase de mise en vote, de concertation finalement, de mesures d'intérêt auprès des communautés pour les projets qui veulent se financer en action. Pour des projets en obligation ou en don, il y a une mise en collecte directe. Dans le cas des projets en action, on audite le projet une fois que le vote est favorable et en fonction, on ouvre ou pas à la collecte. Voilà. Alors, l'analyse, c'est un mot un peu résumé pour dire que c'est quand même toute la due diligence sur de la financement en action. Post-audit, il y a également les discussions des modalités d'entrée au capital, bien entendu. Donc voilà, WICID assure toute la gestion de la plateforme, met ses agréments à disposition et assure les mises en vote, mises en collecte, etc. Aujourd'hui, sur Épargne Occitanie, on est une équipe de 4 personnes, mais dès lors qu'on a besoin d'expertise particulière, que ce soit les SI pour la plateforme, que ce soit le juridique pour les négociations des modalités d'entrée au capital, c'est l'équipe WICID qui est directement mobilisée et on est dans les mêmes bureaux, hein, pour faire simple. Voilà. On est une équipe au sens large. Épargne Occitanie, pour rappel, c'est une filiale du WICID Group qui a été créée avec WICID au capital, la région, la CCI et l'ARE. Voilà, d'où la présence dans les bureaux. Voilà pour vous montrer donc la page d'accueil du site de dépôt des dossiers, des demandes de financement Épargne Occitanie. C'est la même page lorsque vous souhaitez investir ou donner en tant que particulier. Ça se joue en haut à droite ou selon le rôle que vous souhaitez jouer, vous choisissez votre chemin. Voilà. Ça renvoie pour les projets en financement ou en vote ou en don vers ces pages-là. C'est un exemple. On a encore Payotte, hein, donc on a volontairement pas remis la page à jour, simplement pour l'articulation. Aujourd'hui, on a scindé les projets en financement des projets en vote. Voilà, pour plus de lisibilité. Et le don, c'est quand même une démarche. On a dissocié les financements, actions, obligations et vote par ailleurs, parce que le don, ça reste une démarche bien spécifique, donc c'était noyé dans les projets en financement. Donc, vous retrouverez globalement cette articulation sur le site de WICID. Voilà, des exemples de projets en vote qu'on a pu avoir. Voilà, aujourd'hui, c'est des dossiers qui viennent de se clôturer. Aura Aéro, la clôture s'est effectuée hier. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le… Je vais regarder rapidement le chat, voir s'il y a déjà des questions sur ces aspects-là. Les critères d'un vote favorable. OK, ça, je vais pouvoir vous y répondre. Si elle veut poser sa question de vive voix, on peut lui ouvrir le micro. Ouais. Si ça vous convient, on va juste attendre une slide ou deux parce qu'on revient à nouveau sur le process qui est comme ça, ça me permettra de le raccrocher à ça. Très bien. Si ça vous convient, Sylvie. Sinon, vous me dites et on va voir la question tout de suite. Globalement, voilà, la région entend financer tous les projets, tous les secteurs d'activité sans exclusion claire. En fait, l'idée, c'est là, les sujets qui sont cités, c'est autant les enjeux sociétaux que des secteurs de poids qui
qui caractérisent le tissu économique occitan, tant côté LR, où on va avoir peut-être plus de maritime que plus sur Toulouse, plus d'aéronautique. Mais voilà, globalement, c'est pour ça qu'on a un petit peu grisé les critères sur la droite. Voilà, il peut y avoir des zones où certains secteurs se développent plus. Enfin, voilà, on ne s'interdit rien. J'en parlerai dans le process. La région intervient non pas au quotidien, mais sur toutes les étapes clés de sélectivité du process, parce qu'on est quand même sur un process sélectif, également aussi dès le départ pour veiller qu'il y ait une cohérence avec les valeurs que Épargne Occitanie est censée soutenir. Je vais vous donner un exemple. Si on a un projet textile de fabrication en Occitanie, une des premières questions qu'on va avoir en comité, c'est le sourcing. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que c'est vertueux ou est-ce qu'à l'extrême, il y a un risque là-dessus? Parce qu'on veut, voilà, on veut quand même soutenir des projets qui ont du sens, autant l'économie locale que plus globalement des valeurs fortes. Voilà. Globalement, pour la deuxième partie de la diapo, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les financements sur Épargne Occitanie devront servir un projet de développement, quel qu'il soit, et donc finalement être un levier à la croissance. Donc, vous avez dit à peu près, je pense, tous les exemples les plus fréquents qu'on peut trouver pour vous éclairer un petit peu sur le champ des possibles. Voilà, en fonction de ça, l'idée, c'est que bien évidemment, le financement génère un vrai effet de levier. Donc, on constate dans le prévisionnel vraiment l'impact de ce financement-là. On n'est malheureusement pas dans des fonds d'urgence ou de soutien aux entreprises à difficulté. C'est important de le distinguer. Il y a d'autres dispositifs pour ça. Je vous propose un focus des 3 outils pour vous donner un peu, pour que vous vous rendiez compte peut-être selon vos besoins de financement à date ou prévu, quel outil serait peut-être le plus adapté pour vous. Donc, je vous disais, on a une logique de financement en capital, donc en action, en dette, donc plutôt obligataire, et en don. Tout simplement, donc en capital, c'est le métier historique de WICID. L'action est un outil qu'on aime particulièrement travailler. Voilà, l'idée, c'est tout simplement d'ouvrir le capital de la société à de nouveaux actionnaires. La spécificité et l'expertise de WICID pour Épargne Occitanie, c'est de créer une holding systématique à chaque levée de fonds. C'est primordial déjà pour ne pas avoir d'ingérence des investisseurs particuliers au quotidien dans la vie de l'entrepreneur, mais ça permet également de ne pas compliquer un tour de table soit à date, qui serait plus dimensionné, soit un tour de table futur, parce que l'idée quand même, c'est qu'il y ait une sortie d'investissement, la rémunération des investisseurs particuliers étant sur une possible plus-value de sortie. Donc, pour pouvoir faire une levée de fonds en action, il faut être une SA, une SAS, une société commandite par action. Vous pouvez être SARL à date, pour autant, à un moment donné, pour démarrer la levée de fonds, il faut avoir forcément basculé sur un autre de ces statuts, quoi. Assez fréquemment, c'est la SAS qu'on constate. L'action, c'est 200 000 € minimum de levée sur Épargne Occitanie. Pour faire le parallèle, l'obligation, on est sur 50 000 € en point de départ pour un horizon de sortie de 5-8 ans, puisqu'en général, on a une défiscalisation possible. Ça dépend du projet, ça ne dépend pas de nous. Donc, on fait un questionnaire d'éligibilité systématique pendant l'audit. Et pour que les investisseurs particuliers puissent conserver leur avantage fiscal, l'investissement doit être maintenu plus de 5 ans. Donc, voilà pourquoi cette fourchette-là. Il peut y avoir une sortie plus tôt, mais ça veut dire que la personne qui rachète les parts ou le fonds doit couvrir largement la perte de défiscalisation pour un suivi des investisseurs particuliers. Voilà pour l'action. Je ne sais pas si sur ce sujet particulier, il y a des questions. Délai moyen entre le début de l'opération, conception, réception. Alors Mathieu, je vais également garder la question dès qu'on est sur la slide process dans 2 diapos. Je vous réponds à ces 2 questions-là juste après. Donc en dette, on est sur les mêmes types de sociétés, mais également les scopes, puisque dans la dette, on a également les titres participatifs, qui sont un outil spécifique des scopes. Donc après, selon vos spécificités, vos besoins, je vous propose qu'on en rediscute si vraiment il est nécessaire de rentrer dans le cœur de votre projet, quel outil est adapté, etc. On peut l'aborder aujourd'hui, mais dans tous les cas, moi, je serais ravie de vous proposer un rendez-vous individuel ou Arnaud pour aborder les spécificités de chacun des outils qui vous semblent convenir, mais qui peut-être ne vous parlent pas tant que ça.
Voilà. De l'obligation simple, pour faire simple, c'est un type d'emprunt classique. L'obligation convertible, c'est plutôt un outil hybride entre la dette et l'action, puisque c'est un emprunt qu'on a la possibilité de convertir en action à un moment donné. Nous, en tout cas, en termes d'analyse pour du financement en action, on va regarder le potentiel de développement, la différenciation du projet, en gros, sa capacité, donc par abus de langage, on parle de start-up, mais une entreprise classique peut avoir un très fort potentiel de développement. Ce qu'on va regarder, c'est sa capacité à réaliser le prévisionnel fort qu'elle présente et pour lequel un besoin de financement particulier fort maintenant est nécessaire. Sur de l'obligation simple, on va regarder la capacité de remboursement historique, c'est-à-dire seul le projet de développement ne peut pas justifier que l'entreprise soit en mesure de rembourser. L'emprunt obligataire simple, on aura aussi besoin d'un historique. C'est pour ça qu'on demande, de manière un peu caricaturale, 2 liasses historiques. Il en faut à strict minima une. Sur de l'action, c'est un peu plus souple, c'est que ça dépend en fait des preuves de concept qui ont été faites. Certaines startups ont déposé le statut il y a 3 mois, pour autant tous les métriques sont ouverts, toutes les preuves de concept sont là. Voilà. Donc là, je vous pose le cadre général, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de le voir dans le détail ensemble. Voilà. Pour du titre participatif, c'est un cas particulier. L'horizon de détention minimale, c'est 7 ans. C'est imposé par les spécificités des titres participatifs, ce n'est pas à notre main. Pour de l'obligation, on est plutôt sur une logique de 5 ans, mais là, c'est juste un horizon de remboursement qu'on attend être en cohérence avec le plan de développement que ça vient financer, tout simplement. Voilà. La région souhaite également proposer du don. Ça reste quelque chose de complémentaire dans l'offre épargne Occitanie. C'est quelque chose qu'on travaille peu, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se roder parce que culturellement, la communauté d'investisseurs WICID et la nouvelle communauté épargne Occitanie, c'est des investisseurs quand même. Donc, culturellement, ce n'est pas la même démarche. Donc, ça demande de la pédagogie pour bien faire le distinguo, mais pour autant, on peut être investisseur et donateur à la fois. Voilà. Donc, je vais reprendre vos questions à ce moment-là pour en aborder au tout début le process type, mais assez édulcoré, enfin, l'articulation vote, analyse, collecte. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Tout simplement, on a une phase d'éligibilité, c'est-à-dire une revue interne à la réception de votre projet sur le site épargneoccitanie.fr. Une revue interne, comme je vous disais, pour valider la cohérence par rapport aux souhaits de financement exprimés lors de votre dépôt initial. Si ce n'est pas le bon outil, ça, à la rigueur, ce n'est pas grave, on peut en rediscuter. Mais voilà, une cohérence par rapport à la date de création, l'historique, le besoin. Et aussi, comme je vous le disais, les aspects sectoriels ou s'il y a des sujets qu'on refuse de travailler, ou en tout cas que plus largement la région refuse de travailler. Voilà, on valide cette éligibilité-là. À ce moment-là, on revient vers vous. On vous soumet des conditions générales de prestation de services qui sont simplement tout ce qui va relier notre relation de recherche de financement sur la plateforme. Une fois que ces documents sont signés, on vous donne la main. Vous avez un espace dirigeant dédié, des équipes qui vous accompagnent pour préparer une fiche de vote pour mettre votre dossier en vote. Là, la petite astérisque, c'est que ce n'est valable uniquement pour un financement en action. Pour du financement en obligation en don, on ira directement à la phase de collecte. Pour répondre à votre question sur les critères du vote, en gros, il y a une douzaine de critères qui un peu sont les critères de bon sens aussi de toute évaluation de business plan. Par exemple, on va regarder l'équipe, les produits et services, l'action commerciale, la cohérence financière, la propriété industrielle, la responsabilité sociétale. Je pense que j'ai dû en oublier des évidents, mais le marché, avec un distinguo client-concurrence, voilà. Donc, en fait, finalement, c'est également les mêmes critères globalement qu'on va regarder nous en audit, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais en fait, les votants se positionnent et ça génère un mapping, en fait, hein, une notation sur les 12 critères que vous pourrez d'ailleurs retrouver et suivre au fil des votes sur votre interface dirigeant. L'intérêt, c'est qu'ils émettent une notation. En général, elle est très bienveillante parce que ceux qui prennent la peine de voter sont quand même assez attirés par le projet. Sinon, voilà, c'est rare d'avoir des notes catastrophiques. Les gens s'abstiennent plutôt dans ce cas-là. Mais ça peut permettre d'identifier des sujets qui ont été perçus comme des fragilités.
soit parce que ce n'est pas pertinent sur le projet. Hein. Il y a des fois pas de responsabilité sociétale sur certains projets. Ce n'est pas choquant et donc c'est normal d'être mal noté à ce niveau-là. Et voilà, nous, des fois, je parlais de l'intelligence de la foule au tout début, ça peut nous interpeller sur des sujets à creuser plus particulièrement. Voilà. Le vote dure 1 mois. Ce qu'on attend, c'est un minimum de 100 000 € d'intention d'investissement avec un minima entre 25 et 50% des investisseurs qualifiés, c'est-à-dire historiquement la communauté d'investisseurs déjà inscrits avant que vous présentiez votre projet sur la plateforme. Donc, par définition, ce n'est pas votre communauté. Pourquoi ces seuils? Parce qu'on estime, parce qu'une levée en action, c'est 200 000 € minimum. Et on estime que le vote, c'est un ratio x2. On peut aller chercher le double de ce que des intentions de vote dans la mesure où elles sont fiables. Et c'est le taux d'investisseurs qualifiés qui nous permet de fiabiliser ça, en fait. Parce que souvent, votre communauté, si tout va bien, elle est hyper bienveillante, donc elle va vous soutenir, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va forcément investir après. Donc, nous, on a besoin de ça pour calibrer un petit peu la réalité des intentions. Voilà. Et voilà, on a quand même un long historique sur WeSeed. Donc, c'est des clés de lecture qui fonctionnent bien. Voilà. En général, au bout de 15 jours de vote, la tendance est clairement marquée. On sait si on va vers un vote réussi dans les grandes lignes ou moins, ou pas. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, pour répondre un peu à la question sur la durée du process, c'est qu'on essaie de démarrer l'audit dès la moitié du vote, dans la mesure où le dirigeant nous a donné les documents d'audit en même temps que le démarrage du vote. Nous, ça nous permet d'être réactifs et finalement de ne pas avoir vote, audit, modalité d'entrée au capital, collecte, mais on a déjà des phases qui se chevauchent et ça permet pour le dirigeant d'optimiser le temps. Voilà. Je vais reprendre les questions. J'espère avoir répondu sur la question du vote. Alors, donc les critères d'un vote pour que le projet passe en financement. Donc là, les critères du vote, c'est que pour le projet passe en audit, en fait. Il y a encore l'audit qui est une phase sélective, en fait. C'est important de se le dire parce qu'on ne juge pas du tout un projet sur la même profondeur d'information en vote qu'en audit. Voilà. Le délai moyen entre le début de l'opération et la réception d'investissement par l'entreprise. Le délai le plus long, ça va être pour le coup le financement par action puisqu'il y a le mois de vote. Si on prend, on va dire, en général, une collecte, c'est 3 mois. Le vote, 1 mois. Versement des fonds, 15 jours. Un minima, on est sur, je dirais, 5 mois. Il faut le temps de constituer la fiche de vote au préalable. On a déjà discuté en amont des conditions de prestation de services alors elles sont systématiques, hein. Elles ne varient pas d'un projet à l'autre, mais c'est quand même important que le dirigeant comprenne la moindre virgule de ce qu'il va signer. Donc voilà, donc le process lui-même, on va dire, il faut compter à strict minima 5-6 mois pour un financement en action. Après, il peut y avoir des effets accordéons, mais là, pour le coup, ce n'est pas dans nos mains. C'est par exemple, voilà, vote, audit. Nous, comme je vous l'ai indiqué, on peut démarrer l'audit en temps masqué sur le vote. Encore faut-il qu'on ait les documents, encore faut-il qu'on ait les informations assez structurées, travaillées d'un business plan stratégique et financier pour ce qui est du document le plus important. À temps, voilà, on peut être amené à faire des allers-retours si on manque d'informations ou si on identifie des sujets à creuser plus. Donc, voilà. Et finalement, on se rend compte que les temps supplémentaires, c'est plutôt côté dirigeant. Donc, nous, après, on sait être réactif à toutes les phases pour limiter au max ce temps-là. La collecte, en général, c'est 3 mois. Si en 2 mois, vous avez atteint le montant que vous souhaitez, c'est plus court, hein. Après, c'est un arbitrage ensemble de quelle dilution vous acceptez. Est-ce qu'au bout de 2 mois, vous avez ce que vous souhaitez? Est-ce qu'on laisse ouvert? On va chercher plus. Voilà, si c'est cohérent et que votre business plan, en plus, a montré aux investisseurs particuliers ce que vous pouviez faire avec plus, enfin, en général, c'est les cas idéaux et qu'on apprécie de travailler. Donc, pour de l'obligation, et du don, je n'en parle pas parce que c'est hyper court comme process, c'est une fiche, on ouvre la collecte, mais pour l'obligation, il y a une phase d'audit, un comité interne, mais il n'y a pas de vote, donc on gagne ce mois-là et le temps de constitution, la fiche projet est à faire tout de même, pardon. On gagne le temps de vote et on gagne aussi le temps des discussions des modalités d'entrée au capital parce qu'on est sur un contrat obligataire, c'est quand même beaucoup plus court à discuter
que vraiment, voilà, on rentre à votre capital, on a une LOI, donc une lettre d'intérêt préalable à un pacte d'actionnaire à rédiger ensemble parce que c'est un contrat de mariage à durée déterminée, il faut qu'on soit d'accord et qu'on ait abordé tous les cas qui pourront nous se passer pendant notre union, quoi. Voilà. Alors, pour du financement en action, bien évidemment, c'est directement des fonds propres. Pour les obligations convertibles sont également considérées comme des quasi-fonds propres, tandis que les obligations simples, c'est considéré comme de la dette. Voilà. Est-ce que... je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent... déjà, les personnes qui avaient posé la question, si elles souhaitent intervenir pour agir, si ma réponse était complète ou si d'autres personnes auraient des questions. Bon. Moi, j'arrivais au terme de ma présentation. Il me reste une dernière slide qui reprend certains points qui ne sont peut-être pas abordés par ailleurs. C'est un résumé simple. Voilà, en termes de cadre général, on va dire, le périmètre, c'est Occitanie, c'est-à-dire qu'il faut être immatriculé en Occitanie ou avoir un projet d'implantation en Occitanie. Ça fonctionne aussi dans le périmètre. En financement en capital aux dettes, par défaut, on demande 2 liasses fiscales validées, à strict minima une, et selon l'avancement dans l'année, un arrêté comptable dès l'audit. Si on est peu avancé dans l'année, c'est un document, un arrêté comptable intermédiaire qui peut attendre la fin de la collecte pour vérifier que voilà, qu'il n'y a pas d'événement rédhibitoire, mais sans plus, quoi. Le don, il faut que l'entité soit créée. Donc, pour résumer, financement en capital, on fait des levées de fonds à partir de 200 000 €, des levées de fonds en dette à partir de 50 000 €, que ce soit des obligations simples ou convertibles, et le don à partir de 10 000 €. Voilà. Quand je parle de dette, je parle autant d'obligations simples, obligations convertibles et titres participatifs. J'ai tendance à un peu occulter ce cas-là parce que les scopes sont... voilà. C'est un cas très spécifique et en général, les coopératives connaissent bien leur mécanique financière aussi. Voilà. On avait une demande de précision de Sylvia Lamati à nouveau. Bien sûr, je reprends la question. Si Sylvia veut la poser de vive voix aussi. Hein. Qui est créé pour rendre son micro. Capital. Alors, en fait, c'est WICID qui crée la holding. En fait, vous allez signer un pacte d'actionnaires. Alors, je vais reprendre un peu en amont le process. En fin de... alors, la visite... Pardon, il y a une toute petite question qui monte. Le site est national, donc tout le monde voit tous les projets. Voilà. Tous les investisseurs peuvent être, peu importe où ils sont en fait, c'est les projets à financer qui doivent être régionaux, ou en tout cas les futures implantations à financer. Pour la holding, si je reprends le process un petit peu plus tôt, lorsqu'on a un audit favorable qui est validé par le comité d'investissement auquel participe la région, la CCI, l'AREC, on démarre les discussions des modalités d'entrée au capital. On signe donc une LOI qui reprend absolument toutes les clauses. Donc, entre WICID et vous, on reprend toutes les clauses qui vont régir la relation entre actionnaires et financeurs, et financés, pardon, et la société cible. La holding, c'est WICID qui l'a créée en fait, hein, et elle n'est dédiée qu'à votre société. Elle est gérée par WICID, ce n'est pas à vous de la créer, ce n'est pas vous qui en assurez la gestion annuelle, ni comment dire, la propriété, je dirais. C'est un outil finalement, c'est un véhicule financier qui vient accueillir tous les investisseurs particuliers qui peuvent d'ailleurs être aussi des personnes morales. Hein. Les personnes morales peuvent investir au même titre que les particuliers. Et c'est la holding qui va investir en tant qu'actionnaire unique dans votre société. Donc, ça veut dire que le pacte d'actionnaire, il couvrira toute cette relation-là. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas, dans notre manière de fonctionner, il n'y a pas plusieurs pactes d'actionnaires, que ce soit des anciens ou que ce soit pour un même tour de table avec plusieurs acteurs au même moment. On fait en sorte qu'au terme de notre levée, il n'y ait qu'un seul pacte d'actionnaires qui perdure et qui reprend l'historique des levées de fonds éventuelles que vous avez eues. Voilà. Tout simplement pour simplifier les choses
un tour de table futur, les relations actionnaires durant le suivi de participation, etc. Bon, je suis ravie que ce soit très clair pour vous. Est-ce que Sylvia, c'était clair pour vous également du coup? Ok, bon, parfait. Mais écoutez, moi, voilà, je pense avoir… alors, il y aurait 1000 choses de plus à dire, mais voilà, encore une fois, je pense que selon vos besoins, moi, je vous propose de revenir vers Arnaud ou moi. Donc là, il y a seulement mon mail. Dans tous les cas, tout à l'heure, j'envoie la présentation à Flavien avec nos coordonnées intégrales. Donc, en fonction de vos… Le plus simple, c'est une logique territoriale. Comme ça, on peut être amené à se rencontrer, c'est quand même plus adapté. On sera ravis de revenir vers vous, déjà pour échanger par téléphone ou visio et éventuellement se rencontrer. Voilà, je vais arrêter le partage. Flavien, ça vous convient? Ça marche. Merci beaucoup, Voilà. Céline. Avec plaisir. Du coup, on avait prévu une petite intervention complémentaire, donc celle de Liégélie de Payotte qui a pu nous rejoindre. Donc, je lui propose d'ouvrir son micro et voilà, de présenter un petit peu son entreprise parce que c'est pas tout le monde qui connaît forcément. Donc, tu peux, voilà, Olivier, nous dire un petit peu ton activité et puis qu'est-ce qui a déclenché ce financement participatif, comment ça s'est passé tout au long aussi de la campagne, parce qu'il y a aussi cette logique aussi d'animer une communauté pour mobiliser et faire que ça fonctionne. Donc voilà, un petit retour d'expérience, si tu peux nous raconter ça en quelques mots. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis vendeur d'espadrilles en gros. J'ai lancé une marque d'espadrilles qui s'appelle Payotte en 2016. Donc, je suis originaire de Saint-Paul-de-Fenouillet, un petit village à 40 km de Perpignan. Et c'est en partant au travail que j'avais un 41-43 au pied et je me suis trompé. Et le soir, je me suis dit, je vais customiser mes paires d'espadrilles pour que le lendemain, je retrouve mes paires chez moi. Et en fait, c'est en allant au travail, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter dans le centre-ville de Perpignan pendant 15 ans. Et les clients me demandaient où est-ce que j'avais acheté mes paires d'espadrilles et je leur ai dit que je les avais customisées. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer une marque d'espadrilles qui s'appelle Payotte. Et ça fait 4 ans maintenant, ça fait depuis 2016. Donc, c'était cool de lancer une marque d'espadrilles made in France en racontant avec transparence tout le savoir-faire et l'authenticité de ce produit emblématique de notre région. Donc, ça fait 4 ans que l'aventure a commencé et là, on est content. J'ai passé 2 ans, j'étais seul. Et aujourd'hui, on est 16 employés, donc ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Et il y a un moment où on vendait essentiellement donc, sur Internet. Donc, le but, c'était de vendre un produit fabriqué en France à un prix raisonnable. Donc, sachant que quand vous n'avez pas d'argent au départ, la facilité, c'était de communiquer sur les réseaux sociaux les valeurs de l'entreprise, le sens. C'était vraiment quelque chose qui était important pour moi, de vendre bien plus qu'un produit, mais vendre des valeurs et donner du sens à ma marque, à mon aventure, surtout à mon équipe et tous les gens qui nous suivent, bien sûr. Et on s'est dit, voilà, comment vendre un produit sur Internet. Donc, du coup, on a passé, c'était un moyen qui était gratuit, donc c'était les réseaux sociaux, et faire la rencontre avec tout ce produit qui est authentique, montrer tout le savoir-faire et surtout répondre à des questions qui étaient de qui fabrique, comment on le fabrique et où c'est fabriqué. Donc, c'est des questions qui nous revenaient souvent et donc c'était pour nous important de le mettre en avant. Aujourd'hui, depuis 4 ans maintenant, on va essentiellement sur notre site Internet. Et c'est vrai que nous, on cherchait à avoir beaucoup plus de proximité avec le client et de la transparence et de l'humain. Et donc, bien sûr, c'était essentiel pour nous d'ouvrir des boutiques. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert le 5 décembre 2020 notre première boutique à Perpignan. Donc, il y a en gros une boutique pilote. Donc, où on regarde l'expérience client, on est plus à l'écoute avec les clients, sachant qu'on essaie de faire un maximum sur les réseaux sociaux. On répond H24 aux réponses, aux questions des clients. Mais c'est vrai que d'être là et de pouvoir partager directement, physiquement en tout cas avec les clients, c'était important pour nous. Et là, c'était l'occasion aussi de continuer cette lancée après la boutique de Perpignan, de se lancer et de se dire, voilà, il y a une autre ville qui nous intéresse. Donc, il y avait Paris et Toulouse. Et là, donc, on s'était mis d'accord, on a eu l'appel de la région qui nous dit, voilà, on va faire un partenariat avec Wizy. Donc, c'est une plateforme en gros de crowdfunding, de levée de fonds,
avec 3 possibilités. Donc, comme vous a expliqué Céline, donc c'était l'obligation, le don et l'action. Et donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas nous partir sur de l'obligation au lieu de faire tout simplement un crédit sur Internet, désolé, un crédit à la banque, en fait, essentiellement avec une personne. Pourquoi pas faire venir, essayer de créer autour de notre communauté un chez nous où tout le monde serait chez eux. Donc, c'était un peu le but. Donc, on s'est dit, même c'est vrai que le taux d'intérêt n'est pas le même que si on était dans une banque, mais l'impact qu'il y a au final entre la communication et tous les partages et le fait que aussi les clients se sentent aussi chez eux était très important pour nous. Donc, c'est vraiment le point qui était essentiel pour nous de rassembler autour de ce projet qui était d'ouvrir une boutique à Payotte à Toulouse. Donc, pour moi, c'est vrai que je trouvais ça hyper important. Donc, après, c'était vraiment sur ce projet-là. Peut-être que si j'avais monté une usine, je ne serais pas passé par cette plateforme ou je serais peut-être parti sur de l'action. Mais là, je trouvais que pour nous, avec l'équipe, en tout cas, je trouvais que l'obligation et le fait d'ouvrir cette boutique à Toulouse était parfait, en fait. C'était vraiment quelque chose qui s'emboîtait. Et on s'est dit, ben, ça y est, on part là-dessus. Au début, je n'avais pas trop bien compris que je n'étais pas à fond dedans parce que je ne comprenais pas trop comment ça marchait. Et après, c'est vraiment très simple. Et les gens, en tout cas, toutes les personnes qui ont participé, franchement, c'est vraiment super, quoi, parce que vous avez les gens, des clients qui sont venus dans notre boutique à Perpignan qui nous disaient j'ai participé chez vous. Et en fait, on voit que vraiment ces personnes, elles sont investies et en fait, Mayotte leur appartient aussi quand même. Et c'est ça qui est formidable parce que si vous avez juste une banquière en face de vous et vous n'avez qu'une banquière qui va rentrer chez elle le soir, qui va raconter ah ben tiens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un crédit à Payotte pour ouvrir une boutique à Toulouse, alors que là, nous, on a eu 220 personnes qui vont raconter la même chose chez eux. Donc, c'est des personnes qui peuvent devenir des clients. Autant, ça peut être des personnes qui vont travailler chez vous plus tard. Et puis, c'est des porte-paroles. C'est des gens qui vont communiquer sur votre marque et qui ont. En gros, pas des. Comment on dit il y a un mot de ça. Des ambassadeurs. Voilà, des ambassadeurs. En gros, c'est des ambassadeurs de votre marque. Et en fait, la marque leur appartient aussi, quoi. Je veux dire, et c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait depuis le début, de partager au maximum, d'avoir cette transparence, de communiquer sur qui fabrique, où et comment. Et en plus de ça, ben, voilà, on fédère autour de ce projet et je trouve ça trop cool, quoi. Donc, voilà, WizID était parfait pour, en tout cas, nos valeurs, le sens de la marque et en tout cas, voilà. Nous, on s'est bien senti là-dedans. Et en l'espace de 40 jours, donc on a atteint l'objectif qui était de 120 000 euros. Mais c'est vrai qu'après, on avait dit au cas où, on demandera jusqu'à 130 000 et on est arrivé à 130 000 euros. Donc, on a dû fermer parce que j'avais encore des demandes. Et après, bon, bien sûr, l'obligation, il faut les rembourser et ça ne sert à rien d'avoir trop d'argent, trop de financement qu'il faut rembourser après, sachant que notre objectif était de 130 000 euros. Si on en avait 200 000, ça ne servait à rien d'avoir de l'argent et puis le rembourser après. Donc, ouais, franchement, ça a été cool. Et en tout cas, j'espère que s'il y en a qui sont intéressés par ça, ben, franchement, moi, je les conseille. Et puis après, derrière, bien sûr, nous, on communiquait tout le temps. Je veux dire, au moins 3 fois par semaine, on communiquait sur tous les réseaux sociaux en disant, ben, voilà, pour dire à tout le monde où c'est qu'on en était au niveau de la collecte. Et en plus de ça, ben, on a envoyé des newsletters à toutes les personnes qui sur notre fichier client. Et on a beaucoup de personnes qui ont participé, qui nous ont soutenus, qui nous ont envoyé des messages et des mails pour nous féliciter, pour qui nous encourager, avec qui, ben voilà, moi, je ne peux pas participer, mais c'est vrai que j'en ai parlé autour de moi et c'est eux qui ont participé. Vous imaginez, vous créez, ça arrive de partout et même si vous recevez des messages disant je ne peux pas participer, mais je suis très content de l'évolution de votre entreprise, ben ça vous fait plaisir, ça vous booste pour l'avenir, quoi. Donc, c'est essentiel. Après, vous pouvez tomber vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber. C'est tout le temps des belles rencontres, c'est des belles histoires. Et franchement, en tout cas, nous, notre entreprise, c'est comme ça qu'on l'a construit. Et c'est vraiment être solidaire et d'avancer, voilà,
En tout cas, j'espère que ça plaît et que voilà, petit à petit, on y va progressivement et on est content de où on en est aujourd'hui, quoi. En tout cas, j'espère que toute la boutique de Toulouse va être, tout va bien se monter parce que bien sûr, on ne sait jamais ce qui fait demain, mais en tout cas, j'espère que tout va bien se passer et que tous les clients pourront venir le jour de l'ouverture. Et j'espère que vous aussi, si vous passez sur Toulouse, de passer nous voir. Et voilà, parce que le succès, je dis pas le succès, mais je veux dire, le succès de la collecte, elle n'est pas juste d'avoir les fonds. C'est vraiment de se dire un jour, ben voilà, dans 2 ans, je me dis, ben nous, on est parti d'un simple projet d'ouvrir une boutique à Toulouse en collaboration avec la région et Wizid. Et aujourd'hui, ben, ça fait 2 ans qu'on a une boutique à Toulouse. Et là, on se dit, ben ouais, là, on est content. Aujourd'hui, on a fait une première étape qui était voilà, de finir la collecte. Et la deuxième étape, ben, du coup, ça va être vraiment monter la boutique. Et la troisième étape, ça sera de concrétiser, de rester toujours sur Toulouse et tout faire pour que ça marche, quoi. Donc, mais voilà, c'est une aventure. En tout cas, je me lève le matin, je me sens vivant. Et c'est ça l'essentiel, en tout cas. Je suis fier de mon équipe et ça, c'est le plus important, voilà, quand je vais travailler. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, Merci Olivier. Du coup, objectif de l'ouverture, quelle date à Toulouse? Nous, on l'a prévu on va essayer de faire la même date que l'ouverture de Perpignan. Donc, c'était début décembre, c'était le 5. Donc, je ne sais pas quand c'est que ça tombe. Donc, nous, on a choisi cette date parce que nous, ça a été un véritable succès à Perpignan. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. On se dit, si on ouvre peut-être le même jour ou quoi, ça peut nous porter chance. Donc, voilà, mais on y va petit à petit. Puis après, on fait plein de belles rencontres. C'est dingue. Il y a des gens que vous ne pensez même pas qui vous suivez et qui ont participé avec des sommes. Voilà, je crois qu'on avait une moyenne de 600 € à peu près en gros pas de dons, mais de mise. Et franchement, on était surpris parce que moi, pendant 4 jours, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait au départ, parce qu'on a été assez pressé parce qu'en l'espace de 4 jours, on a dû faire le projet. Et quand on m'a envoyé des messages me disant, voilà, j'aimerais participer, comment ça se passe et tout ça. Et c'est là où au bout de 4 jours que c'était lancé, et j'ai regardé, on était déjà à 20 000 €. J'ai été surpris. Et c'est là que vous avez l'engouement et vous dites, ouais, c'est super, ça marche et c'est cool. Et puis après, vous commencez à essayer de communiquer dessus en disant, voilà, à partir de 100 €, vous pouvez participer et ça, c'est top, quoi. Vous avez un petit bout de paillote en vous. Donc, ça, c'est top. Bon, merci Olivier. Je ne sais pas s'il y avait des questions qui remontaient. Je vois dans le chat Cyril qui indiquait qu'en effet, c'est peut-être plus facile d'arriver à atteindre l'objectif lorsqu'il y a une communauté derrière. Donc oui, je pense que sur un crowdfunding, ça fait partie des points clés, évidemment. Peut-être, je ne sais pas si Céline a peut-être un retour sur des entreprises qui ont peut-être moins de fichiers clients conséquents que Payot et comment ils ont réussi à mobiliser, peut-être un retour d'expérience. Oui, c'est pour ça que j'avais fait déjà une petite réponse dans le chat. Pardon Olivier, Ouais, je redonne la main. pas de souci. C'est vraiment un constat qu'on fait. Des fois, on a des super projets, mais qui n'ont pas de culture. Alors, qui pourraient avoir une communauté, c'est-à-dire il y a, comment dire, pour nous, une communauté, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est toutes les personnes qui croient dans le projet et qui pourraient investir. Donc, ce n'est pas forcément une communauté digitale. Donc, il faut qu'il y ait effectivement une communauté, pas que le dirigeant soit cloisonné, vive à huis clos, en étant persuadé de pouvoir fonctionner seul. Il faut déjà qu'il ait cette communauté, personne physique, morale, même non digitale, et il faut qu'il y ait une culture réseaux sociaux quand même. Parce qu'on a des projets, on n'est pas obligé d'être un projet très digital par essence. Olivier, on le voyait fonctionner, il était redoutable en termes de com. Si tout le monde était comme ça, ce serait parfait. Mais on n'avait pas besoin de le convaincre sur l'intérêt de faire des coms, d'animer, etc. Culturellement, sur des projets, par exemple, plus tech, où parfois il y a aussi un peu le culte du secret, etc., ou en tout cas on est un peu frileux à vouloir communauté, au quotidien dans la société, parfois il n'y a pas cette culture réseaux sociaux. Et nous, on ne demande pas de créer des réseaux sociaux pour une levée de fonds. Il faut quand même qu'ils soient déjà là à minima, parce que les créer le jour J du démarrage de la collecte, ça n'a aucun intérêt. Ça ne fonctionnera pas. Et notre seule communauté, par expérience, ne peut pas financer seul un projet, parce qu'en plus, c'est un signal faible pour les investisseurs qualifiés historiques dont on dispose, de se dire, mais enfin, cette personne a l'air coupée du monde, ne semble pas communiquer, est-ce que le crowd est vraiment fait pour elle, quoi. Voilà.
Donc, il faut, voilà, le cas idéal, c'est voilà, un projet qui ait une culture digitale très développée. Mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même avoir cette appétence-là et une communauté, même si elle n'est pas encore digitalisée. Voilà. Ça marche. Merci à vous deux pour vos interventions. Je ne vois pas d'autres questions remonter dans le chat, donc j'imagine que vous avez été très complets tous les deux. Moi, j'avais une petite question, si voilà. c'est possible. Merci, je t'en prie. En fait- Présente-toi avant de poser la question, c'est toujours sympa de savoir à qui Oui, on d'accord, a ok. affaire. Ben, je m'appelle Jesse Mostein et je suis dirigeant de Play Curious. On fait des jeux vidéo pour communiquer sur la science et la technologie. Et en particulier, il y a un projet que nous voudrions faire, voilà, où je réfléchis par rapport à la levée de fonds. C'est un jeu qui sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que c'est un jeu un peu la SimCity du style City Builder où il faut implanter des éoliennes, des panneaux solaires et tout ça pour faire la transformation énergétique de la région. Donc, je pense qu'éventuellement, ça pourrait coller avec la partie régionale et tout. Et j'avais, du coup, deux questions. Une, c'est assez basique, mais quelle est la différence, du coup, entre WeSeed de base et ce nouvel site? Est-ce que c'est juste une présélection de projet ou quelle est la différence entre l'épargne citoyenne? Alors, il y a le périmètre d'intervention déjà. WeSeed, historiquement, au début, était assez ouvert, avec quand même toujours un périmètre innovant, puisqu'il y a quand même une cohérence. Historiquement, le financement des sociétés, je ne parle pas de l'immobilier, là, c'est vraiment une entité, une mécanique à part. Historiquement, le financement des startups se faisait que en capital. Donc, ça implique une différenciation, une barrière à l'entrée pour avoir un potentiel de croissance fort qu'on viendrait appuyer et pour avoir une plus-value de sortie. Donc, voilà le périmètre historique de WeSeed qui s'est resserré au fil des années vers plus de médical, d'enjeux sociétaux bien définis, très innovants quand même, très deep tech. Voilà. Alors, il y a toujours des exceptions et ce n'est pas s'y arrêter. Aujourd'hui, il y a WeSeed, donc il y a ces filières medtech, agrofood. Il y a une filière transition à part entière à développement durable. Donc, il faut quand même plus ou moins rentrer dans ces cases-là. Épargne Occitanie et l'immobilier, encore une fois, à côté. Épargne Occitanie est venu ouvrir les vannes de projets qui n'étaient pas dans ce cœur-là et n'étaient plus dans ces filières-là, ne rentraient plus sur une logique territoriale. Et c'est ça qu'on a trouvé génial, de pouvoir finalement dire, ben voilà, c'est une autre clé d'entrée et on est tout à fait à même de faire les mêmes projets. Après, sur des projets très transition, enfin, de la méthanisation, des choses comme ça a plus de sens de le diriger, même si vous rentrez par la porte d'Épargne Occitanie, peut-être qu'on aura tendance à dire c'est peut-être transition qui est plus adaptée, mais ça, parce qu'il y a des vraies expertises internes sur des cas hyper spécifiques, des projets pointus développement durable. Mais en pratique, on peut financer les mêmes sujets, en fait. Voilà. Donc, l'intérêt de l'Épargne Occitanie, ce qui est génial, c'est que finalement, on peut tout faire, on ne s'interdit rien, dans la mesure où ça reste en phase avec les valeurs qu'on entend défendre. Et c'est pour ça, c'est plus Par exemple, j'ai un projet sur l'alcool, on va d'abord demander un aval. Parce que même si c'est un super projet de terroir, etc., ça reste un sujet potentiellement touchy, quoi. Donc, voilà. Et alors, la deuxième question, c'est plus par rapport au mécanisme d'obligation. Oui. J'ai cru comprendre qu'il y a deux sortes d'obligations, mais je n'ai pas distingué. En gros, l'obligation simple, c'est comme un emprunt classique. Voilà. La seule chose, si vous le comparez sur... oui, c'est une logique d'emprunt classique. L'obligation convertible, à la base, c'est un emprunt. Pour autant, il peut être converti en action, c'est-à-dire que vous ne le remboursez pas et que ça se transforme en action à votre capital. Voilà. Donc, dans ces cas-là, nous, en termes d'analyse, on a, et du coup, on n'a plus seulement un taux de rémunération d'emprunt tant que vous êtes censé rembourser, mais on a aussi une prime de non-conversion que vous devrez aux investisseurs particuliers si vous choisissez de ne pas convertir.
parce que ça leur fait quand même briller les yeux de se dire, je contribue à un emprunt, mais potentiellement, je peux finir au capital, c'est pas mal. Donc voilà, la rémunération est un petit peu différente de l'obligation simple pour l'investisseur particulier. Voilà. Il y a un taux fixe et une prime de non-conversion si vous ne convertissez pas. Sinon, vous payez le taux d'intérêt jusqu'à la conversion et auquel cas, ils n'ont pas de prime, mais ils sont à votre table de capitalisation. Ils sont Ok. voilà. Et c'est ça que tu as choisi, Ouais. Olivier? Moi, je suis sur l'obligation simple. Après, quand on voit la différence entre le WISID classique et le WISID avec la région, c'est vrai que le fait que la région y ait ce partenariat et que nous, on soit de cette région-là, fait que derrière, on a quand même une communication. C'est vrai que derrière, la région appuie sur les projets qui sont de cette région-là, ce qui est normal, mais que peut-être vous n'avez pas si vous êtes d'une autre région. Donc, ils appuient vachement et du coup, c'est vrai que ça nous aide aussi parce que si vous avez toutes les personnes, par exemple, c'est vrai que nous, quand nous, on a lancé, on avait quand même de la communication de la région. Il y avait quand même Carole Delga qui est élu et qui retweetait ou qui tweetait et qui nous mettait en avant. Donc, c'est vrai que derrière, vous avez quand même toute cette communication autour de votre projet qui est cool, quoi, en tout cas. Que si je l'avais fait, si j'avais été de Paris, peut-être que je n'aurais pas eu. Et peut-être que je ne serais pas allé aussi vite. Hein, et puis peut-être que ces clients n'ont pas participé, mais ils m'ont acheté des espadrilles sur mon site internet. Vous ne savez pas. Donc, du coup, toute cette communication, le fait de faire partie de cette région, c'est un plus, quoi. En tout cas, voilà. Ouais, si je peux compléter, c'est une communication privilégiée, axée vraiment sur le territoire et ça fait du bien et c'était l'ambition de la région. Mais en plus, WICID communique, alors je dis WICID plutôt qu'Épargne Occitanie parce que quand même, on a une personne en charge de la communication à Épargne Occitanie, mais la direction de la communication qui pilote au global, c'est WICID. WICID a ouvert les projets Épargne Occitanie à toute la communauté d'investisseurs, donc aussi il y a cet appui, ce focus vraiment occitan sur les projets qui est top pour favoriser la visibilité auprès des épargnants occitans. Mais en plus, il y a quand même cette visibilité nationale auprès de la communauté historique. Ouais. Et même plus loin, parce que moi, je vois, j'ai eu beaucoup d'appels, j'ai eu des personnes qui ont participé qui étaient. Il y a beaucoup d'expats aussi. Ah ouais, j'en ai eu de Suisse, j'en ai eu du Pays-Bas qui carrément. Voulait carrément, je crois que je dois avoir au moins une dizaine de personnes qui voulaient carrément mettre la somme complète. Donc moi, ce n'était pas mon but. Ce n'était pas qu'on me dise, voilà, je te mets les 120 000 euros ou les 130 000, j'en ai eu une dizaine. Je dis, mais non, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait le maximum de personnes à 100 euros. Donc c'était un peu le but, c'est d'avoir le maximum de personnes qui participent et ça vous fait, c'est mieux qu'une personne, sinon j'aurais fait un crédit à la banque au pire si j'avais dû faire ça. Mais c'était le but, c'est de faire connaître la marque au maximum et d'avoir le maximum de personnes qui participent. Donc ça, c'était. Mais après, tout dépend le secteur ou tout dépend l'entreprise que vous avez. Vous pouvez, je ne sais pas, faire des belles rencontres aussi en disant, voilà, pour ce projet-là, peut-être pas, mais vous gardez des contacts et peut-être sur d'autres projets que vous avez au sein de votre entreprise, faire appel à ces personnes et peut-être développer votre entreprise autrement. Mais en tout cas, vous ne savez pas sur qui vous tombez. De toute façon, et c'est chouette. C'est ça qui est cool parce que en fait, vous ouvrez, WISID fait votre communication nationalement. La région vous appuie sur ces terres. Et puis, en fait, on parle de votre entreprise. Si vous avez le projet, il est cool et tout, c'est trop bien. En tout cas, moi, je parle chaque fois par rapport à mon expérience et par rapport à mon produit, quoi. Après, je sais pas trop ce que vous vendez tous ou ce que vous avez fait. Mais en tout cas, moi, je suis heureux d'être passé par eux. Et c'était au début du stress. Mais au final, ça a bien marché. Pour tout le monde, parce qu'on a lancé la plateforme. C'était du stress pour tous. On ne savait pas trop. Moi, je ne savais pas trop où j'allais. Et puis, franchement, c'est cool, quoi. En tout cas, la première étape, c'était bien. Voilà. Bon, merci encore à nos intervenants. Sauf question de toute dernière minute, on va s'arrêter là. Vous regarderez bien vos boîtes mail par la suite pour recevoir la présentation et également le petit questionnaire de satisfaction qui prend 2 minutes à remplir, mais qui est important pour nous pour continuer à nous améliorer et puis avoir vos avis. C'est comme ça aussi qu'on avance. Donc voilà, pensez à prendre les 2 petites minutes, c'est vraiment sympa. Et voilà, on reste disponible nous aussi pour toute question.
mise en relation, ne surtout pas hésiter. Ça sera notre dernier webinaire de l'été. On va aussi un petit peu lever le pied avant d'attaquer sur la rentrée. Et beaucoup de projets qui nous attendent aussi au pôle Action Média avec une cité digitale qui s'ouvre dans l'agglomération de Perpignan. Donc voilà, pour avoir pas mal d'infrastructures intéressantes pour le développement de la filière numérique. Donc on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures avec on espère une belle inauguration sans trop de restrictions sanitaires. On vous donne rendez-vous à la rentrée. Voilà, bel été à tous, bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci.